Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument pas vous expatrier à l'étranger. Et oui, vous m'avez bien entendu. Donc déjà, numéro 1, la météo. Il fait toujours trop chaud toute l'année, t'es toujours en short, toujours en débardeur, en claquette, 24 heures sur 24. Le ciel est toujours bleu, ça en devient presque banal. Tu transpires tout le temps en plus. À peine t'as pris ta douche, tu as à peine le temps de sécher que t'es déjà trempé. Le froid me manque tellement les amis. Une bonne couette, un bon pull, bien moelleux, bien onctueux, comme on aime. En plus, à l'étranger, tu vas toujours tomber sur des gens heureux, optimistes, souriants, alors que la plupart ont beaucoup moins de ressources. Des gens qui gagnent parfois très peu, mais qui ne se plaignent jamais. Ça me manque tellement les amis, si vous saviez. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un râler pour rien du tout. Avec leur hola amigo, hermano, tous ces câlins, les abrazos, tu peux même pas être de mauvaise humeur tranquillement. C'est relou. Et puis il y a la nourriture aussi. Donc, tous ces fruits bien mûrs, au goût de miel, les mangues, les noix de coco, qui tombent des arbres, les papayes, les ananas, et tu payes ça pas grand chose en plus. Moi, tous les fruits hors saison, chimiques, sans aucun goût, que tu payes 3 fois plus cher, ça me manque aussi les amis. Ensuite, les paysages. Il n'y a plus d'immeubles ici, pas de cité. Maintenant, c'est la jungle, les palmiers, les plages, les cénotes. Il y a beaucoup trop de couleurs vives, du bleu, du vert. Ça me manque, moi, la vie en noir et blanc, tout ce gris. Les odeurs de pollution, de pots d'échappement. Ici, ça sent la nature, l'odeur de la mer, l'odeur de la liberté. Et puis, le coût de la vie aussi, les loyers. Tu manges dehors pour pas grand-chose, la street food, les fruits frais découpés devant toi. Pour même pas 5 €, tu peux toujours manger dehors. Plus besoin de faire les courses. Moi, ça me manque tellement, les courses à Leclerc et à Carrefour, à devoir remplir les caddies, à devoir faire la queue. Bon, tu l'as bien compris, hein, tout ce que je viens de te dire, c'est évidemment du second degré. Dans cette vidéo, je vais t'aider à bien préparer ton expatriation pour que cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie, soit une belle aventure et qu'elle ne se transforme pas en cauchemar. Parce que oui, si tu te prépares mal, ça peut vite tourner au désastre et je l'ai trop souvent vu ici. En 4 ans ici, j'ai croisé pas mal de Français qui ont dû rentrer en urgence. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal anticipé certaines choses, se sont retrouvés dans des galères et ont été contraints de faire marche arrière. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te partager tous les conseils que j'aurais aimé recevoir avant de partir parce que moi aussi j'ai fait pas mal d'erreurs et aujourd'hui je veux t'éviter justement les mêmes pièges. Alors conseil numéro 1, bien préparer ton projet. Avant de partir, faut pas juste prendre un billet d'avion et un maillot de bain. Tu pars pas en vacances, tu pars pour t'installer cette fois-ci et pour de bon. Et crois-moi, j'ai vu tellement de gens ici débarquer ici plein d'espoir pour finalement rentrer au bout de quelques mois. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partis sans projet concret, sans aucune préparation. Une fois sur place, c'est la douche froide. La réalité les rattrape. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas anticipé la réalité sur le terrain. Donc c'est bien beau de partir, hein, mais une fois sur place, sans entrée d'argent stable, ton expatriation va vite tourner au cauchemar. Et surtout, ne pars pas en mode on verra sur place. Donc ça, c'est vraiment le plan classique, le plan foireux pour finir en galère. Donc, comme je vous ai dit, quand je suis arrivé, on était une quinzaine à peu près. 70 à 80% qui ont dû rentrer. Et toujours pour la même raison, les finances. Ce que j'entendais le plus souvent, c'était je vais devoir rentrer bosser, remettre de côté et je reviendrai. Donc ils arrivent ici, essayent de s'en sortir comme ils peuvent, rattrapés par une réalité beaucoup plus compliquée. Tu débarques dans un pays étranger, t'as pas encore de source de revenus, t'es pas toujours en règle au début pour bosser et tu parles pas encore bien la langue en fait, tu la maîtrises pas encore. Et ici il faut savoir que dans pas mal de secteurs on te demande au moins de parler l'anglais et l'espagnol par exemple si t'es en Amérique latine. Et donc ouais, ça peut devenir un vrai obstacle. Puisqu'il faut que tu sois opérationnel dès le départ en fait. Et aujourd'hui encore, donc je vois plein de gens arriver mal préparés avec un plan un peu bancal et qui finissent par rentrer. Pose-toi les bonnes questions avant de partir. Comment je vais gagner ma vie sur place ? Est-ce que tu veux chercher un boulot en tant que salarié? Est-ce que tu veux monter ton propre business? Ou bien est-ce que tu veux travailler en ligne aussi, en mode nomade digital? Ou vivre alors sur tes économies, mais là c'est très risqué. Donc chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Donc si tu cherches un boulot en tant que salarié, renseigne-toi sur les secteurs qui recrutent. Donc les salaires sont souvent plus bas qu'en Europe. Les conditions de travail sont aussi plus difficiles. Tu travailles beaucoup plus d'heures. Tu as un seul jour de repos dans la semaine. Ici, ça charbonne les amis. Faut voir les contrats et surtout les règles du visa de travail. Parfois, l'entreprise peut s'occuper de toutes les démarches en fonction de tes compétences et du poste. Et moi, je te donne mon exemple perso. Je suis arrivé ici avec mon diplôme de coach sportif. Je pensais que ça allait être très simple et non, en fait, pas du tout. Faut repartir de zéro, se créer un carnet de clients dans une ville très touristique où les gens viennent et repartent. Les tarifs n'ont rien à voir avec la France. Obligé d'adapter tes prix ici, au pays. En France, tu peux facturer 50 € de l'heure. Ici, tu peux oublier, hein, tu peux avoir des coachings pour 5 à 10 €. Parfois même, tu as des cours qui sont gratuits et à la fin, tu laisses juste un pourboire. Tu donnes ce que tu veux. J'allais faire le cours d'une pote qui était gratuit et justement à la fin la plupart des gens laissaient très peu de pourboire, voire rien du tout. Donc c'était pas la folie hein, les amis hein. Donc niveau salaire, faut pas compter sur les cours pour s'enrichir.
C'est à peine si tu arrives à survivre. Le secteur du coaching ici, c'est pas facile. Tu veux donner par exemple des cours de yoga, des cours de pilates, coaching, etc. Ça va pas être facile au début. Il va falloir du temps justement pour te bâtir une belle clientèle, la fidéliser. Sachant que, comme je vous ai dit, c'est une destination qui est très touristique, les gens sont de passage ici. Souvent, ils repartent, du coup, c'est pas facile de fidéliser. Dans ces secteurs, ce qui va être intéressant, c'est adopter une stratégie, par exemple, changer de cible. Tout simplement proposer ses services dans des hôtels, dans les grands hôtels. Ah, pareil, hein, comme je vous ai dit, dès le départ, ils vont vous demander une bonne maîtrise de l'anglais, de l'espagnol. Aussi, le français, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de Canadiens ici. Tu peux cibler aussi les expatriés qui vivent sur place, tu peux cibler voilà, des entreprises. Il y a plusieurs stratégies que tu vas pouvoir adopter. Mais voilà, si tu proposes tes services dans les secteurs de l'hôtellerie, de tourisme, il va falloir être efficace très rapidement. On va te mettre sur le terrain et tu vas devoir attaquer directement. Donc il va falloir être pro dès le départ et avoir une bonne maîtrise des langues. Maintenant, si tu veux monter ton propre business, renseigne-toi aussi avant de partir sur la création de l'entreprise, les statuts juridiques, la fiscalité, les licences, les autorisations. Fais une vraie étude de marché. Qui marche en France ne marche pas forcément à l'étranger aussi. Si tu veux travailler en ligne, en freelance, télétravail, des cours en visio aussi, il y a des opportunités. Je connais des Français ici qui bossent pour des boîtes par exemple américaines ou qui donnent des cours en ligne ou font du freelance. Les salaires ne sont pas toujours énormes, mais ça permet de commencer, de se lancer justement et de tenir au début. Donc ça te donne une certaine liberté, mais en même temps, il y a des inconvénients. Donc, parmi les inconvénients, en fait, il y a le décalage horaire. Par exemple, en fonction des heures, je connais des gens qui peuvent bosser de nuit. J'ai des potes, par exemple, qui doivent se réveiller à 3 h du matin pour faire des réunions. Donc tout ça, faut le prendre en compte en fonction de la boîte et du pays pour qui tu vas travailler. Souvent, ça reste des horaires de bureau, donc même à distance, tu peux pas vraiment profiter de la plage et de ton expatriation. Je pense que c'est ça le plus gros piège d'ailleurs. Je pense à 2 amis par exemple qui vivent dans un super condo avec une belle piscine sur leur rooftop, mais ils bossent tôt le matin jusqu'à la fin de la journée et pourtant la mer des Caraïbes est à 5 minutes de chez eux. Résultat, toute la semaine ils sont enfermés et le week-end ils sont fatigués de la semaine de boulot et se reposent. Donc du coup ils se retrouvent un peu dans ce cercle vicieux là et ils se retrouvent à pas faire grand chose parce qu'ils sont fatigués la semaine, ils veulent se reposer le week-end. Bon, après ça reste quand même un cadre paradisiaque, on va pas cracher dessus, on va pas cracher dans la soupe non plus. Donc ensuite attention à avoir aussi une bonne connexion internet. Donc tu as des endroits où c'est top, il y a la fibre, tout va bien, mais tu as d'autres endroits, il y a pas mal de coupures d'électricité, surtout quand il pleut. Et ici, parfois, il pleut très très fort. Donc une amie était partie dans un endroit magnifique, elle avait accroché une ville qui s'appelle El Cuyo. La connexion était beaucoup trop instable. Elle aurait dû investir justement dans un abonnement Starlink qui coûte, il faut acheter l'antenne qui coûte 250, 300 balles à peu près et ensuite payer un abonnement de 50 € tous les mois pour avoir une bonne connexion. Donc elle n'a pas pu rester là-bas justement par rapport à ça. Ouais, en résumé, plus tu prépares ton projet pro en amont, plus tu seras tranquille une fois sur place. Tu ne seras pas justement à l'arrache et tu ne subiras pas la pression des premiers mois. Justement pour pouvoir vraiment profiter de ton expatriation. Parce que l'idée, c'est pas juste de partir, c'est de tenir sur la durée et y rester. Pose des bases solides, demande-toi qu'est-ce que tu veux faire concrètement une fois sur place et surtout comment tu comptes t'y prendre pour y arriver. Et c'est ça un vrai projet d'expatriation, pas juste une envie de changer d'air. Trop de gens s'imaginent que tout va se faire naturellement, que les opportunités vont tomber du ciel, mais non. Si t'as pas de plan, pas de stratégie, tu risques vite de te retrouver dans une impasse. Alors avant même de faire ta valise, prends le temps de clarifier ton objectif, ce que tu veux construire sur place et les étapes concrètes pour y arriver. Changer de vie, c'est bien, mais encore faut-il savoir dans quelle direction tu veux aller et comment tu comptes avancer. Donc conseil numéro 2, bien choisir sa destination. Le choix du pays, c'est un point qui est très important. C'est pas parce que tu as vu une vidéo de Playa Cep qui te parle du Mexique ou de Sabri Thai qui te parle de la Thaïlande que c'est forcément une destination qui est faite pour toi. Chacun a sa sensibilité. Moi j'ai des potes par exemple qui ont fait l'Asie et qui n'ont pas forcément accroché. Ils ont plutôt préféré l'Amérique latine, le Mexique, la Colombie, le Panama aussi. Et à l'inverse, d'autres qui n'ont pas du tout accroché avec l'Amérique latine et qui ont préféré s'installer en Asie, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise destination, il y a surtout la destination qui colle avec toi. Souvent, il faut que plusieurs cases soient cochées pour vraiment se sentir bien dans un pays. Déjà, il y a l'aspect sécurité. Est-ce que c'est un endroit qui est dangereux? Est-ce qu'il y a des risques? Il y a aussi le coût de la vie, bien sûr. Le prix des loyers, la nourriture, les restaurants, les courses, la sympathie des gens. Ça joue énormément. Par exemple, mes amis qui n'ont pas accroché avec l'Asie ont trouvé qu'il y avait une certaine distance avec les locaux, une sorte de barrière. Ils ont eu du mal à créer justement des liens d'amitié avec des Thaïs ou des Vietnamiens qui les voyaient un peu
peu comme des étrangers. Autant en Amérique latine, cette barrière existe beaucoup moins. Tu peux facilement te faire des amis locaux. La langue aussi, c'est quelque chose qui est important. L'espagnol est beaucoup plus accessible par exemple que le thaï ou le vietnamien. Et ça, quand tu vis justement à l'étranger, ça change tout parce que c'est une langue que tu vas devoir apprendre et parler tous les jours. Il y a la culture aussi. Est-ce que tu prends du plaisir à découvrir une culture différente? Est-ce que tu te sens connecté avec ce nouveau mode de vie, avec cette culture? Parce que ça va devenir une partie de toi. Après, il y a aussi parfois l'aspect religieux. Pour certains, il y en a qui partent justement pour mieux pratiquer ou mieux vivre dans un environnement qui leur correspond plus spirituellement. Et moi, le meilleur conseil que je peux te donner à ce niveau-là, teste avant. Pars plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois en mode repérage et ça va te donner un premier ressenti déjà. Parce que ce qu'on voit sur Instagram c'est beau, mais la vie au quotidien sur place c'est autre chose. Je connais quelqu'un qui était venu au Mexique en vacances, il avait pas trop accroché sur certains aspects, mais il a quand même tenté l'expatriation et au final ça l'a pas du tout fait. Il a subi son séjour et ça a été une expérience plutôt désagréable pour lui, le pauvre. Salutations à toi frérot d'ailleurs, Jimmy, j'espère que tout roule de ton côté. Donc si dès le début tu sens que ça colle pas, faut pas forcer, sinon tu risques de subir ton expatriation et c'est justement tout ce que tu veux éviter. Et quand tu es sur place, pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te vois vivre ici sur le long terme aussi? Et si la réponse est non, sois honnête avec toi-même parce qu'une bonne expatriation ça commence déjà par le bon endroit. Conseil numéro 3 les amis, anticiper les finances. L'argent, une fois que tu es à l'étranger, c'est le nerf de la guerre. C'est clairement le point le plus important qui va déterminer si tu peux tenir sur le long terme, voire pour toujours. Ou au contraire, si tu as mal calculé, si tu as mal géré, tu risques de t'éteindre à petit feu et de devoir rentrer vite fait. Beaucoup partent en mode freestyle, en pensant que la vie est moins chère. Oui, c'est vrai, sur certains aspects, la bouffe, les loyers, les restos, mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'au début, tu as plein de dépenses imprévues qui vont te tomber dessus. Tu as les visas, les démarches administratives, parfois il faut passer par un avocat pour faire les papiers, donc tout ça, ça coûte. D'ailleurs, pour toutes les démarches, les visas, les assurances véhicules, etc., moi je peux te faire des recommandations, des bons contacts, des gens fiables, sérieux, qui vont bien s'occuper de toi et surtout qui vont pas te plumer. Parce que ici, il faut le savoir, les prix, c'est du grand n'importe quoi. Tu peux avoir jusqu'à 1000 € de différence pour exactement la même prestation, juste en fonction de qui tu vas contacter. Chacun fixe ses prix, ses marges, sans règles, et c'est toi qui trinques. Alors non, je te garantis pas forcément le moins cher, mais le plus fiable, le plus sérieux, des prestataires par lesquels la plupart de mes amis ici sont déjà passés. Si tu as besoin, tu peux me contacter directement, tu trouveras tous les liens et infos utiles dans la description. Donc on continue, tu as les assurances santé, privées, et ça aussi c'est un budget à prendre en compte. J'ai vu des gens avoir des accidents ici et finir en galère totale, sans assurance, avec des factures d'hôpital hallucinantes. Et ici c'est simple, si tu payes pas, on te soigne pas. Donc faites attention les amis, c'est pas une blague, faut pas blaguer avec ça. Donc le logement, entre les cautions à lâcher en cash et parfois que tu ne revois jamais, les meubles ou électroménagers surtaxés à acheter parce qu'il manque tout. Tu peux te dire qu'ici, meubler un appartement, ça pique. Le véhicule, tu comptes acheter un 2 roues, une voiture, parfois repasser le permis aussi, comme j'ai dû le faire. Il faut faire les papiers du véhicule, la carte grise, prendre une assurance. Et ici, par exemple, tu payes l'assurance en une seule fois, directement pour l'année. Donc c'est plus intéressant au niveau du prix, mais c'est une grosse somme à sortir d'un coup. Et si tu veux payer en plusieurs fois, il te faut un compte bancaire local. Et pour ouvrir un compte bancaire local, il te faut ta carte de résidence, temporaire ou permanente. Et tout ça, c'est long, c'est chiant et ça coûte cher. Le prix des écoles aussi, si jamais tu as des enfants, là aussi ça peut vite grimper. Mon meilleur pote ici paye 500 € par mois pour son fils, pour une école privée, et c'est même pas la plus chère. Et si t'as pas anticipé toutes ces dépenses, tes économies vont fondre, et bien plus vite que tu l'imagines. Et je te parle même pas des imprévus, un accident, si jamais tu as un pépin. J'adore cette expression, avoir un pépin. Et là, t'es pas prêt. Donc c'est pour ça qu'il faut partir avec un vrai budget de sécurité. Moi aujourd'hui, je recommande carrément 1 an de dépenses en avance minimum. Comme ça, t'as le temps de t'adapter, de poser tes repères sans trop stresser. Perso, j'avais mal anticipé et au bout de 6 mois, on commençait déjà à être un peu limite. Et on était 2 à l'époque. Et franchement, c'était compliqué, j'étais à 2 doigts de rentrer. Et puis mon ex s'est barré et là d'un coup, c'était l'abondance financière les amis. Non, je rigole, on est entre nous les amis, on peut rigoler tranquille. Mais j'ai eu de la chance à ce moment-là, de belles opportunités qui se sont présentées. Bon, de la chance aussi que j'ai su provoquer bien entendu, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une fois sur place, tu vas avoir beaucoup de sorties d'argent et très peu d'entrées au début. Donc ton objectif, ça doit être d'arriver le plus vite possible à générer des revenus pour équilibrer justement les dépenses. Partir avec 2000 balles sur ton compte en mode t'inquiète ça va le faire, c'est une très très mauvaise idée les amis. Ton projet pro il doit être pensé avant de partir et ça on en parle juste après.
Donc le meilleur conseil que je peux te donner, prends le temps justement de bien préparer ton budget, quitte à décaler ton départ de quelques mois, fixe-toi un objectif financier, vise large, prévois toujours plus que pas assez, mais repousse pas non plus indéfiniment ton départ, sinon tu vas jamais partir. Prépare-toi, fixe une date, une somme et lance-toi mon ami. Conseil 5, les amis, anticiper les démarches administratives. L'administratif à l'étranger, c'est un vrai sujet et je peux te garantir un truc, si tu le négliges avant de partir, ça peut vite te pourrir la vie sur place. Déjà les visas, chaque pays a ses règles, ses délais, ses papiers à fournir. Résidence temporaire, résidence permanente, permis de travail, visa investisseur. Parfois les démarches peuvent prendre du temps, parfois plusieurs mois. Pour un visa de travail, par exemple, on peut te demander des documents comme ton diplôme qu'il va falloir apostiller. Et cette démarche-là, il va falloir que tu le fasses en France, par exemple. Ils vont te demander aussi des traductions de ton CV. Et ça, pareil, attention, il me faut un traducteur officiel. Et ça peut te coûter en moyenne, voilà, 50 € la page. Donc moi, je suis pas un expert dans ce domaine-là. Mais voilà le genre de galère que j'ai pu rencontrer une fois sur place. Après, ils vont te demander des documents classiques comme des copies de ton passeport, parfois acte de naissance aussi, des factures d'électricité. Moi, perso, j'avais payé plus de 2000 € pour un visa temporaire et j'ai payé plus cher parce que mon visa touristique avait expiré. Je me suis retrouvé dans une situation un peu de merde. Donc le cabinet par lequel je suis passé a plutôt bien géré. Donc au final, ça s'est bien passé. Et justement, moi, j'ai tout fait à la dernière minute en mode freestyle et ça m'a coûté cher. Donc vraiment, prépare tes documents à l'avance, anticipe les démarches, essaye toujours d'avoir un petit coup d'avance. L'assurance santé. Donc si tu comptes rester sur le long terme, sois bien couvert. L'assurance voyage classique, c'est bien pour les vacances, mais pas pour y vivre. Un ami à moi s'est fait piquer par un moustique, il a chopé la dengue, comme on dit ici, mais dans sa version la plus grave. Donc hospitalisation, état un peu critique. Il a passé plusieurs jours à l'hôpital et il a dû avancer plus de 3000 $ de frais. Bon, il s'est fait rembourser ensuite parce qu'il était assuré, mais sur le moment, il a dû les sortir. Maintenant, imagine si t'as pas d'assurance, 3000 balles en moins sur ton budget pour une piqûre de moustique, juste parce que t'as pas voulu t'assurer dès le départ. Ça peut littéralement te plomber. Et si tu payes pas, ils te soignent pas. Donc il n'y a pas de carte vitale, ici tu payes plein pot. Donc ne néglige pas l'assurance santé si tu veux t'installer durablement. Même chose pour l'assurance véhicule. En plus ici elle n'est pas obligatoire. Donc si tu te fais contrôler par exemple par la police, ils vont te demander ta carte grise, le numéro du véhicule et tout, mais ils vont pas te demander l'assurance. Tu peux rouler sans assurance, c'est un délire. Bien évidemment, prends une assurance parce que le jour où tu as un accident, tu as un choc, une blessure, ça peut aller très vite. Donc il y a le permis de conduire aussi, ça c'est à prendre en compte. Donc ça dépend en fonction des pays bien sûr. Par exemple au Mexique, ton permis français international c'est ok si tu es là en tant que touriste. Mais si tu deviens résident, tu as l'obligation de repasser ton permis. Donc de passer ton permis local. Et si tu te fais contrôler par exemple en tant que résident avec un permis étranger, ils peuvent t'allumer. Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, ils lui ont confisqué sa voiture et il a dû payer une amende de 500 € pour récupérer son véhicule. Donc là aussi, renseigne-toi sur les règles locales parce que le jour où tu te fais allumer, ça va piquer. Ensuite, il y a aussi les banques, tout ce qui est transfert d'argent. Si tu veux bosser sur place, on va sûrement te demander un RIB local. Mais pour ouvrir un compte local, il te faut un numéro RFC. Et donc une résidence. Donc tant que tu n'as pas fait tes papiers, tu peux pas ouvrir de compte. Donc prépare-toi à l'avance, tu pourras pas tout faire à distance, mais tu peux au moins anticiper un minimum. Donc dans un premier temps, tu vas devoir gérer avec tes comptes, avec tes autres comptes. Renseigne-toi au préalable quelles sont les banques les plus avantageuses, avec le moins de frais. Il y a Wise, il y a Revolut et bien d'autres. Mon conseil ici est simple, fais tes démarches en amont. Ne te fie pas, on m'a dit que c'était facile, que c'était simple. Chaque situation est différente. Va chercher les infos officielles, contacte les ambassades, les consulats ou un agent, un avocat local. Je peux te faire des recommandations si besoin. Mais surtout, parle avec des gens qui vivent déjà sur place, des gens qui connaissent le terrain, pas ceux qui te parlent sans jamais avoir mis un pied là-bas. Bref, plus tu anticipes, plus tu t'épargnes des galères. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Est-ce que j'ai oublié un truc important pour bien préparer son expatriation? Si oui, balance-le dans les commentaires. Dis-moi ce que tu aurais ajouté justement pour compléter. Si justement tu es déjà expatrié, dis-moi ce que toi tu aurais aimé savoir avant de partir. N'hésite pas à poser tes questions. On y répondra justement dans les prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et si tu es encore là, commente le continent où tu aimerais t'expatrier. Asie, Amérique latine, Europe, Afrique? Partage-moi ça dans les commentaires. Like la vidéo, abonne-toi, active la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Prends soin de toi et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.